Bonjour. C'est l'équipe Cristal de l'Université de Lille, hein, avec Arrobas Music, donc une boîte avec qui vous travaillez, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Je vais partager mon écran pour commencer. Donc, un papier autour de l'encodage des tablatures pour l'analyse des musiques pour guitare. Alors, attendez juste un instant pour l'équipe va nous dire si tout est bon, hein, si on peut démarrer la séance. Pour moi, tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc, voilà, 11h48, 20 minutes pour présenter. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc oui, donc on va parler d'encodage de tablature pour l'analyse de musique pour guitare. Donc j'ai réalisé donc ce travail avec Louis Bigot, Mathieu Giraud et Nicolas Martin. Et donc dans ce travail, on va s'intéresser donc au jeu à la musique écrite pour la guitare. Et donc, la guitare qui a une particularité qu'elle partage donc avec d'autres instruments à cordes, qui est que pour une même note jouée, on va avoir différentes manières de jouer cette même note en positionnant donc notre doigt à différents endroits sur le manche. On va pouvoir jouer exactement la même note. Ce qui fait que lorsqu'on écrit de la musique pour guitare, généralement, pour simplifier un peu la tâche au lecteur, on va utiliser un type de partition un peu particulier qui est la tablature. Donc là, vous avez à l'écran la tablature de Every Breath You Take de The Police. Donc sur une tablature, donc c'est assez simple. Comment ça va fonctionner? Donc sur la première ligne, donc on a notre portée classique avec les notes qui sont décrites. Et sur la deuxième ligne, on va donc avoir notre tablature avec donc 6 lignes qui vont représenter les 6 cordes de la guitare. Et donc, en partant du bas vers le haut, de la plus grave à la plus aiguë, et donc des numéros qui vont figurer sur ces lignes pour renseigner en fait les cases de la guitare sur lesquelles appuyer, donc les frettes sur lesquelles appuyer. Voilà, donc là, 5, 7, 9, ça va être des numéros de frettes sur lesquels voilà, on va positionner nos doigts. Et donc, la réflexion qu'on a dans ce travail, ça va être comment on va faire pour représenter de manière informatique, donc encoder de manière informatique, ces informations qui sont contenues dans des tablatures. Voilà, et pour pouvoir faciliter en fait l'analyse de musique pour guitare et pour pouvoir aussi faciliter l'élaboration de systèmes d'apprentissage automatique. Voilà, pour pouvoir faire par exemple de la génération de tablatures. Voilà. Donc pour ce travail, on a travaillé en collaboration avec Arrobas Music, qui donc est une entreprise lilloise qui édite le logiciel Guitar Pro, dont vous voyez l'interface à l'écran. Et donc ce logiciel, c'est un logiciel d'édition de tablatures pour guitare et qui est très utilisé au sein de la communauté des guitaristes, et qui fait que le format en fait, Guitar Pro est un format très courant sur Internet pour faire circuler en fait, des tablatures. Et donc, on va partir un peu de ce format-là pour réaliser différentes représentations et différents encodages de tablatures. Donc, dans ce travail, on va voir 3 parties différentes. Et la première de ces parties, ça va être la présentation d'un parseur qu'on a réalisé, qui est un parseur qui va permettre de passer de fichiers Guitar Pro vers la librairie Python très utilisée dans la communauté MIR Musique 21, qui va permettre d'avoir une représentation en fait, avec des objets informatiques qui donc vont être plus faciles à manipuler de manière informatique. Et donc, ce parseur va fonctionner de manière assez simple. C'est qu'en fait, on a calé en fait, la structure des fichiers Guitar Pro sur une structure Musique 21 en incluant en fait, les informations qui nous intéressent ici, qui sont donc encadrées en rouge sur la diapositive, qui vont être les informations d'emplacement des doigts sur la guitare, donc string et frets, donc pour le numéro de la corde jouée et la fret sur laquelle on se situe. Donc, une fois que ce parseur a été réalisé, on a réfléchi donc à des manières donc, de représenter des tablatures de manière informatique, donc dans des encodages qui pourraient être utilisés, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans des systèmes de génération utilisés voilà, pour des systèmes d'apprentissage automatique. Donc, dans ce genre de système, actuellement, ce qu'on utilise généralement comme représentation, ça va être une représentation nommée piano roll,
qui est en fait une suite de vecteurs qui va représenter une partition. Et dans ces vecteurs, donc, on va avoir un grand nombre de zéros et un peu de 1. Voilà. Et en fait, ces vecteurs, chaque composante de ces vecteurs va représenter une hauteur de note. Et lorsqu'on passe donc la composante à 1, on va donc enseigner que telle hauteur de note est jouée à tel instant. On va aussi pouvoir avoir plusieurs 1 dans un même vecteur pour représenter par exemple un accord. Donc, dans cette représentation aussi, on a donc la représentation du rythme aussi qui est assez intéressante, où en fait on va définir quelle portion du temps va représenter un vecteur. Donc là, par exemple, si on définit qu'un vecteur va représenter une double croche et qu'on a donc, ce que vous avez à l'écran, donc une face là. Voilà, donc là, en fait, on va avoir 4 vecteurs différents qui vont représenter chacune des doubles croches avec les hauteurs correspondantes à chaque note. Et en fait, donc voilà, donc avec cette manière-là de représenter les choses, on va avoir une idée du rythme, donc pas forcément très précise puisqu'on ne va pas pouvoir différencier une note répétée d'une note tenue, mais voilà, ça permet quand même d'avoir dans la représentation une notion de rythme. Donc ça, c'est l'encodage qui est généralement utilisé actuellement pour, bon, il y en existe d'autres évidemment, mais c'est un peu la représentation majoritaire pour représenter la musique symbolique et qu'on va donner en entrée, par exemple, à des systèmes d'apprentissage automatique. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est que comme on avait des données qui étaient des tablatures avec donc des informations supplémentaires, comme je vous le disais, sur l'emplacement des doigts sur la guitare, on voulait avoir donc une représentation qui intègre ces informations supplémentaires. Et donc, on a essayé d'adapter un peu donc la représentation et d'avoir une représentation donc, avec ces informations-là. Donc, c'est comme ça qu'est né l'encodage string fret. Donc, ça va être aussi un vecteur rempli de 0 et de 1. Mais en fait, ce vecteur, on va pouvoir le diviser donc, en 6 parties qui vont représenter chacune des 6 cordes de la guitare. Dans chacune de ces parties, on va avoir l'ensemble des frets disponibles sur cette corde. Et donc, voilà, donc chaque composante en fait, du vecteur va correspondre à un couple corde-fret et qui va permettre de renseigner où est-ce qu'on se situe sur la guitare. Donc là, par exemple, on a donc 6 mi qui sont joués donc, sur les cordes numéro 1 et numéro 2. Donc, comme on en a en informatique, on commence à 0. Donc, il y a la corde 0, corde 1 et donc fret 2. Donc là, on va avoir notre si. Et ensuite, corde 2, fret 2, note mi. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va représenter en fait, les informations qu'on a dans une tablature. Donc, une fois qu'on a fait ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment pris en compte et mis à profit toutes les propriétés qu'a la guitare avec cette représentation-là. Et notamment, on s'est posé la question sur une propriété qu'a la guitare qui est assez intéressante, qui est le quasi-isomorphisme, qui est en fait voilà, un mot compliqué pour décrire quelque chose d'assez simple, qui est le fait que lorsqu'on joue un motif sur la guitare, donc juste donc voilà, des positions différentes sur la guitare. Donc là, par exemple, au hasard, j'ai pris donc la pentatonique de La, qui est donc très utilisée à la guitare. Donc, quand on commence sur donc, la 5e fret, comme vous voyez sur le petit diagramme, et si vous avez l'œil sur ma caméra, donc on commence sur la 5e fret. On va faire notre gamme pentatonique, donc on va faire ce motif-là. Et donc, quand on a ce motif-là, la guitare a une propriété qui est assez pratique, qui fait que si on veut transposer et avoir, par exemple, la gamme pentatonique de Si, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de déplacer ce même motif de 2 frets vers le haut, donc d'un tour vers le haut, et on va avoir notre gamme pentatonique de Si. Enfin, donc ça, c'est une propriété qui est assez intéressante, et que ça serait bien que l'encodage des informations permette de faire des liens entre la représentation d'une pentatonique de La et la représentation d'une pentatonique de Si. Et avec les deux représentations que je vous ai présentées juste avant, il n'y a aucun lien entre les deux vecteurs sont complètement différents. Donc, on peut supposer que ça va être assez compliqué pour, par exemple, un réseau de neurones de faire des liens entre ces deux représentations de pentatonique. Et donc, du coup, on a mis au point du coup une nouvelle représentation qui va être la représentation relative string fret, qui est en fait un encodage qui va représenter non plus l'entièreté du manche, mais bien une portion du manche par rapport à un point de référence.
Donc ce point de référence, en fait, il est représenté ici par le trait rouge qui va donc correspondre à la partie du vecteur, le vecteur que vous avez à droite, toujours composé de 0 et de 1. Et donc on a une partie du vecteur qui va être nommée root fret qui va définir ce point de référence-là. Donc là, par exemple, on a un accord qui est l'accord de mi majeur qui va être joué en 7e fret. Et donc on va placer notre point de référence en 7e fret. Et la partie droite du vecteur, donc la partie bleue que vous voyez à l'écran, va en fait définir la forme de l'accord, un peu à la manière de notre représentation string fret, mais en représentant juste donc, cette portion par rapport à un point de référence. Et ce qui est intéressant avec cette représentation-là, c'est que lorsqu'on passe donc un accord qui est dans une position donnée et qu'on va juste transposer grâce à la propriété dont je vous parlais, donc là par exemple si on veut passer de mi à ré, donc en transposant d'un ton vers le bas, nous, on sait que ça va être la même position sur la guitare. Et donc, ce qui va être intéressant, en fait, là, je vais déplacer le vecteur et seulement, en fait, la partie rouge du vecteur va changer et la partie bleue va rester inchangée. Ce qui fait que, donc, il y aura des grandes... alors là, on peut supposer du coup que, par exemple, un réseau de neurones pourra faire des liens assez facilement entre ces deux représentations-là, puisque une grande partie du vecteur est commune entre ces deux accords. Voilà, donc ça, c'est donc notre représentation. Une petite chose encore, du coup, sur cette représentation, c'est, on a rencontré un petit problème, c'est lorsqu'on veut représenter, en fait, lorsqu'on est en fait n'importe où sur le manche, à tout moment, on peut toujours jouer une corde à vide. Donc, du coup, pour pallier un peu à ce problème-là, donc par exemple, l'intro de Still Loving You, donc il fait... Donc là, si on jouait ça comme un accord, en fait, on a un problème puisqu'on est à la 5e fret, on est à la 6e fret, pardon, mais on a quand même une corde à vide qui est jouée. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est juste ajouter des composantes en face de chaque partie du vecteur qui représente une corde, et on va rajouter une composante qui va juste renseigner en fait, la corde à vide, et si elle est passée à 1, ça veut dire que la corde à vide est jouée. Voilà, donc pour récapituler, on a donc 3 encodages différents qui sont donc décrits dans ce papier. Donc le premier encodage, c'est l'encodage avec les hauteurs des notes. Le second, ça va être l'entièreté du manche de la guitare qui va être représenté, et relative string fret qui va être donc un encodage relatif où on va définir une portion du manche par rapport à un point de référence. Et donc à chacune de ces représentations, pour avoir une représentation un peu plus précise, pour chacune de ces représentations, on va avoir l'équivalent, ce qu'on appelle avec hold, qui va juste en fait permettre de détailler un peu plus la dimension rythmique et en fait de pouvoir différencier ce que je vous disais tout à l'heure, différencier en fait quand on joue une note de manière répétée, quand on joue une note tenue. Donc c'est juste rajouter, on va avoir des vecteurs qui seront un peu plus longs, mais avec des informations un peu plus précises d'un point de vue rythmique. Donc ensuite, dans ce papier, on vous a décrit aussi, il y a toute une partie donc, statistique qui a été effectuée en fait grâce à un corpus de données qui nous a été mis à disposition par Arrobas Music, qui est le corpus de données MySongbook, qui comporte 2489 tablatures dans des styles différents. Donc vous voyez qu'il y a quand même majoritairement du rock et de la pop qui sont les styles les plus joués à la guitare, mais voilà, on a quand même des styles assez différents dans ce corpus. Et donc, à partir de ce corpus, on a pu essayer de déterminer, voilà, en analysant un peu et en transposant du coup toutes ces données dans nos représentations différentes, essayer d'extraire des informations qui seraient intéressantes. La première question qu'on s'est posée, c'est quels sont les frets les plus utilisés sur la guitare. Donc là, on remarque, c'est une petite heatmap qui présente donc, les frets les plus utilisés sur la guitare. On remarque que principalement, on utilise beaucoup les frets qui sont situés donc, en bas du manche, en fait. Donc vraiment faire les cordes à vide, puisque lorsqu'on fait les accords qu'on apprend dès qu'on commence la guitare, qui sont donc voilà, sol, mi, etc., on va vraiment tirer profit de tout ce qui est des cordes à vide et donc jouer vraiment en bas du manche. Donc c'est assez peu surprenant, mais voilà, on voit aussi que
on voit un peu la forme de la gamme pentatonique de Mi, donc qui est le même motif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc effectué en bas du manche, donc en se servant des cordes à vide. Donc c'est assez intéressant de remarquer ça. On a aussi donc, à partir des différentes représentations, fait un peu une comparaison des différentes représentations qu'on avait à disposition. Donc on a nos 3 représentations là, et avec une 4e ligne qui a été donc rajoutée, qui est donc relative string fret étoile, qui est ici intéressante parce que en fait c'est la représentation relative dont je vous parlais tout à l'heure, mais où on a enlevé tout ce qui est la partie rouge fret, qui renseigne l'emplacement sur le manche de la guitare. Donc en fait on essaye d'extraire vraiment l'essence des positions plus que là où on est plus que les notes vraiment qui sont jouées, c'est plus la position sur la guitare et les mouvements sur la guitare. Et donc relative string fret étoile. Donc on voit sur la ligne, sur la colonne diversité, donc diversité c'est juste le nombre de vecteurs différents qu'on a à travers le corpus qu'on avait à disposition. Et donc on voit clairement que relative string fret en fait fait chuter la diversité vraiment drastiquement. Et donc on peut supposer que en fait on a réussi à compresser l'information et à vraiment réussir à extraire vraiment les motifs récurrents sur la guitare et les positions essentielles voilà, sur la guitare. Ensuite, les colonnes C10 et C100 aussi sont assez intéressantes parce que donc elles décrivent en fait la proportion d'apparition des 10 vecteurs les plus fréquents dans le corpus. Pour le cas de relative string fret étoile, ça va être les 10 positions sur le manche qu'on retrouve le plus souvent dans le corpus. Et donc, avec ces 10 positions, on peut quand même faire 35% des notes qu'il y a dans ce corpus. Et avec les 100 premières, donc il y a la colonne juste à côté, c'est ça, on peut quand même faire 80%, donc c'est assez énorme. Donc voilà, juste en extrayant du coup ces positions-là, on peut jouer vraiment beaucoup de choses. Donc c'est assez intéressant de voir que vraiment ces motifs récurrents, c'est quelque chose qui est assez prédominant dans le jeu pour guitare. Et de voir que voilà, avec 100 positions, on peut s'en sortir dans 80% des cas, c'est assez énorme. Voilà. Alors ici, du coup, sur cette diapositive-là, on voit en fait, sur la première ligne, on s'est posé la question de quels sont les accords en absolu, en fait. Donc en prenant la première représentation, c'est la représentation sur l'ensemble du manche, quels sont concrètement les accords les plus joués. Donc là, on va retrouver les accords voilà, assez classiques, Ré, Do, Mi, Sol. Et en fait, sur la deuxième ligne, c'est là où ça va être intéressant. C'est en prenant du coup notre représentation relative string fret étoile, donc en enlevant tout ce qui est position sur la guitare, emplacement sur la guitare, pardon. Donc on ne prend pas en compte le point de référence, comme je disais tout à l'heure, et donc on va essayer de déterminer quelles sont les positions qu'on retrouve le plus souvent. Donc là, c'est juste pour les accords. Et donc on retrouve un peu la position dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on voulait faire le Mi et le Ré. Donc cette position-là, en fait, correspond à 9% des accords. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire un accord majeur, on utilise très souvent en fait, cette position-là. Et par exemple, dans le top 10 qu'on a juste au-dessus, donc des accords en absolu, on va avoir 2 fois cette position-là qui va être décrite. Donc pour faire un La, donc en accord en bas, quoi, avec les cordes à vide, pardon. Et donc, cette même position va être répétée pour l'accord de Do qui est juste après, qui est là, en fait, exactement la même position, mais 3 frets au-dessus. Et donc, en fait, l'addition de toutes ces positions-là, on arrive quand même à 9% des accords joués dans l'entièreté de notre corpus. Voilà, donc donc pour récapituler un peu, donc dans ce papier, on a donc mis à disposition un parseur qui permet donc de passer des fichiers Guitar Pro vers des représentations donc informatiques Musique 21. On a cherché donc à partir, donc comme on avait des données qui étaient des tablatures, on a cherché à représenter donc les tablatures d'un point de vue informatique. Et ensuite, on a effectué donc des statistiques sur un corpus que l'on avait à disposition. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir une approche, du coup, ça permet en fait d'avoir une approche un peu différente
Lorsqu'on veut, par exemple, avec ces représentations-là, si on veut, par exemple, faire de l'apprentissage automatique, un peu comme on parlait tout à l'heure, Philippe Esling, lorsqu'on veut faire, par exemple, des outils de co-création, voilà, comme il en parlait, ça peut être intéressant en fait, d'avoir une approche un peu différente dans la représentation des données symboliques et voilà, de prendre vraiment, d'avoir des représentations qui sont vraiment proches du jeu sur l'instrument plutôt que proches de la partition. Et donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de démontrer, que cette approche-là peut permettre d'avoir des résultats différents et peut-être intéressants aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention. On va pouvoir aller manger. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir respecté aussi le temps. Juste une petite réaction à chaud, parce que c'est la première fois que je vois une représentation intervallique, en fait, hein, pour la tablature de guitare. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous faites, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'analyse musicale, on s'intéresse aux intervalles au lieu qu'aux objets. Et donc, en fait, c'est très riche. On peut bien imaginer que pour faire de l'apprentissage automatique, on pourrait partir de ce type de représentation qui est très condensé et qui contiennent en fait toute l'information et faire en fait varier juste les points d'attaque, les points d'ancrage hein, de l'intervalle. Et je pense que voilà, ça peut ouvrir effectivement des pistes très intéressantes parce qu'elle est à la fois économique et élégante et contient toute l'information. Finalement, on n'a pas besoin de connaître les notes, on a juste besoin de connaître les intervalles pour caractériser, voilà, caractériser un type de structure. Donc, je suis vraiment très étonné de voir que voilà, ça arrive aussi dans la tablature de guitare, quelque chose qui, quand même, voilà, on fait depuis longtemps dans l'analyse musicale. Donc là, c'est vraiment voilà, une belle découverte voilà, de voir ça dans la performance, en fait, vraiment à partir voilà, des problématiques posées par les jeux instrumentaux, hein, comme tu l'as bien dit. Est-ce qu'il y a des questions? On a un peu de temps avant de prendre notre pause déjeuner. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions de la part de quelqu'un? On a un peu de temps. Je crois que tout le monde a faim. Oui, déjà. Bon, là, ça commence. Bon, je vais prendre la parole un petit peu, si on m'entend. Oui, vous avez parlé à la fois d'encodage et de compression, donc ça donne assez envie de poser une question sur des histoires de théorie de l'information. Est-ce que, donc, par les stats que vous avez présentés, on a une idée quand même que l'entropie, en tout cas la quantité d'informations qu'il faudrait pour encoder, a baissé. Est-ce que vous avez pu la quantifier pour voir de combien ça baisserait avec un codeur entropique, par exemple? Non, pas vraiment. Bah, après, c'était sur cette slide-là, où on a vu vraiment qu'on a fait chuter donc la diversité des vecteurs, en tout cas. Après, l'entropie, je ne sais pas trop, mais voilà. Oui, on constate quand même qu'on a réussi un peu à compresser l'information et à extraire un peu l'essence du jeu de la guitare. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère avoir fait. D'autres questions, peut-être? Est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer, Jules, faire un nouveau solfège de guitare basé sur... en fait, c'est un peu ce que font il y a quand même beaucoup de guitaristes qui n'ont pas étudié du tout le solfège et qui réfléchissent entièrement en termes de position et qui apprennent exclusivement avec des tablatures. Donc, c'est vrai que c'est intéressant quand même de se poser cette question-là. C'est quand même tout un autre pan de manière d'apprendre la musique qui est assez intéressant. Oui, mais parce qu'effectivement, les tablatures, les points faibles, je trouve, des tablatures, c'est qu'elles ne reconnaissent pas cet isomorphisme hein, qu'on a quand on fait la translation de la main sur la table de guitare, sur le manche de la guitare. Et donc, est-ce que voilà, une pratique pédagogique, une nouvelle pratique pédagogique pour l'apprentissage de la guitare pourrait vraiment être basée sur juste cet invariant hein, que vous avez un peu mis en évidence? Selon toi, ça peut. Est-ce que c'est, son parlant, assez intuitif pour permettre, voilà,
vraiment de rénover un petit peu la pédagogie. Je vois que Mathieu aussi est en ligne. Oui, non, mais c'était juste sur la question précédente pour compléter ce que disait Jules par rapport à la question de Corentin. Alors, on n'a pas calculé l'entropie, mais pourquoi pas. En tout cas, sur le tableau qu'on voit, on voit tout à fait que, que sur la dernière ligne, que parmi quelque part 2 puissance 36 possibilités, si, donc la ligne tout en bas, en disant qu'on a des vecteurs qui font uniquement une taille 36, on arrive à avoir une diversité de 4500. Et donc la diversité est bien plus grande, l'entropie est évidemment bien plus grande. Il faut qu'on fasse les calculs, mais par rapport à celui qui est en haut, il y a 150 ou 2 puissance 50, donc on voit qu'effectivement dans un espace qui est beaucoup plus petit combinatoirement, on arrive à modéliser la diversité, que la diversité quelque part c'est vraiment les 4000 positions différentes, plus que les 11 000 positions différentes, mais qui peuvent être n'importe où sur le manche et où on ne voit pas l'isomorphisme. Donc, oui, l'isomorphisme, comme ce que tu disais d'ailleurs, Moreno, ça permet de compresser l'information et sûrement même dans un but pédagogique. Jules, tu disais que c'était quelque chose dans le jeu de la guitare, c'est quelque chose qu'un guitariste sent très fort, cet isomorphisme. Oui, bien sûr. Parce que en fait, lorsqu'on apprend, par exemple, c'est très simple pour un guitariste du coup, de transposer un lick qu'il a appris quelque part, qu'il a remarqué, et ça va être instantané dans sa tête de pouvoir, voilà, si je suis dans une autre tonalité, je vais pouvoir faire ce même lick, parce qu'en fait, ça va être le même déplacement des doigts sur la guitare. Et donc, du coup, ça permet de s'affranchir en fait de toute une réflexion que d'autres instruments pourraient avoir quand ils doivent transposer et par exemple, improviser dans d'autres tonalités. Là, sur la guitare, c'est tout de suite très simple et très intuitif. Donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir une pédagogie un peu plus proche du coup de l'instrument. C'est sûr que ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est très prometteur. D'autres questions? Sinon, je pense que on a 1h15 pour manger. On peut reprendre à l'heure du coup à 1h30 avec la deuxième session et prolonger éventuellement. Si vous terminez de manger un peu avant, vous pouvez aller sur Discord et voilà, poser des questions et interagir sur cette première session que je pense, voilà, donc on peut dire qu'elle est clôturée. Donc merci Jules. On va applaudir. Merci aux autres intervenants de la matinée. Voilà, donc petite pause déjeuner. Alors concrètement, je demande à l'équipe technique